Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de revenir avec vous sur deux notions essentielles en physique, en mécanique, que sont la notion de frottement statique et de frottement cinétique. Ce sont deux notions sur lesquelles je suis revenu dans ma précédente vidéo et que j'ai décidé de détailler dans cette vidéo pour effectivement voir avec vous cette notion, ce chapitre entre guillemets qui pose énormément de problèmes à nombre d'entre vous et surtout les élèves qui préparent des concours, notamment le concours d'accès aux études de médecine et de dentisterie en Belgique, car plusieurs exercices dans les éditions passées justement portaient sur cette notion de frottement et c'est une notion qui est au programme de physique en Belgique. C'est une vidéo qui s'adresse aux élèves qui se trouvent en dernière année d'études secondaires en Belgique ou aux élèves de terminale en France ou les élèves en terminale des pays francophones qui justement passent ce concours. C'est une vidéo qui est très intéressante puisque j'ai décidé en fait non seulement de voir la notion de cours mais de voir également son application dans un exercice de XND, donc un exercice TOS, donc, qui était l'édition du concours avant la réforme et avant le passage vers le XND. Donc les amis, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Il y a un exercice que je vous propose dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre sur pause, essayez de le faire par vous-même. C'est toujours intéressant si vous connaissez par ailleurs cette notion. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui sortent assez régulièrement. Tout simplement pour soutenir le travail qui est fait sur cette chaîne. N'hésitez pas à commenter par vos retours, vos questions ou vos remarques. N'hésitez pas les amis à me suivre également sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, mais également sur TikTok puisque j'ai un canal TikTok que j'ai créé il n'y a pas longtemps, dans lequel je partage des vidéos très sympathiques, très courtes, de techniques en mathématiques essentiellement. Puis les amis, n'hésitez pas à m'écrire également sur mon adresse mail professionnelle mounir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par des cours particuliers, individuels ou collectifs pour préparer le concours de XMD ou d'autres concours ou tout simplement pour améliorer votre niveau tout au long de l'année. Donc j'offre des cours particuliers pour les élèves de lycée, de secondaire, également des élèves de supérieur en mathématiques, en physique et en chimie. Et j'organise également des stages de remise à niveau, des stages de perfectionnement dans les matières scientifiques, mathématiques, physique, chimie. Donc, là, on va commencer la résolution de cet exercice et l'explication de ces notions de frottement statique et de frottement cinétique. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le frottement se divise en deux parties. Donc, il y a une partie frottement cinétique et une partie frottement statique. Alors, je vais commencer par un schéma tout d'abord. Donc, pour illustrer cette notion de frottement. Donc, on va considérer d'abord un support qui est horizontal, donc un support horizontal qui n'est pas incliné, sur lequel va être posé par exemple un objet que je vais représenter par un rectangle ici. Donc, ça c'est le cas le plus simple. Donc, le cas le plus simple, c'est qu'on a effectivement un objet qui est au contact avec le sol, il n'y a pas d'inclinaison, et donc on a plusieurs forces qui vont s'appliquer, puisque l'objet a une masse, il va avoir un poids, donc le poids est une force qui est verticale dirigée vers le bas évidemment. Il va y avoir également une force normale, d'accord, une réaction normale, et donc cette réaction normale s'oppose au poids pour pas que l'objet s'enfonce dans le support. Et donc on va avoir également une réaction qu'on appelle une réaction tangentielle, d'accord. Une réaction tangentielle, la réaction tangentielle c'est quoi? C'est tout simplement une force qui va s'opposer au mouvement, qui va empêcher l'objet de se mouvoir, d'accord? Donc supposons ici qu'il y ait une légère inclinaison, qu'on ait une application d'une toute petite force qui empêche, qui essaie de tracter l'objet, donc on va avoir la force de frottement qui va s'opposer à un éventuel mouvement qui se fait vers la droite ici. Donc le frottement, la définition du frottement statique, c'est un frottement qu'on va avoir dans une situation statique. Donc, le frottement statique, c'est tout simplement, si vous pouvez le noter, c'est tout simplement donc la force de frottement qui empêche, donc c'est la force de frottement qui empêche un objet de se mettre en mouvement.
qui empêche un objet de se mettre en mouvement. Donc c'est la force qui va maintenir l'objet dans une situation statique. Tout simplement, il n'y a pas de mouvement. Maintenant, le frottement cinétique. Le frottement cinétique, imaginons qu'on ait déjà un mouvement, d'accord? Donc là, on a une pente, par exemple. L'objet, il n'est pas statique, il a commencé à glisser, par exemple, d'accord? On a un objet qui est sur cette pente-là, qui a commencé à glisser. Donc, si je représente les forces auxquelles est soumis cet objet, il va y avoir évidemment le poids P, qui est dirigé toujours vers le bas, qui est vertical par rapport à l'horizon. On va avoir une force qui empêche l'enfoncement de l'objet dans le support avec lequel il est en contact, donc ça c'est la force N. Et comme le mouvement a été amorcé, donc il va y avoir un mouvement dans ce sens, donc ça c'est mon sens du mouvement, il va y avoir également une force qui va empêcher ou qui va s'opposer au mouvement, d'accord? Donc cette force-là, c'est une force de frottement également. Oula, hop. J'ai tout supprimé, voilà. Alors, hop, donc cette force de frottement ici, qui s'oppose au mouvement, dans le cadre d'un mouvement, c'est ce qu'on appelle la force de frottement cinétique. Donc le frottement cinétique, c'est quoi? Le frottement cinétique, c'est un frottement en présence de mouvement, d'accord? Le frottement cinétique, je l'écris ici, je fais exprès, n'hésitez pas à prendre des notes. C'est une notion qui est très importante. Donc c'est la force de frottement, présente lorsqu'un objet est en mouvement. Lorsqu'un objet est en mouvement, donc évidemment est en mouvement par rapport à un autre objet ou par rapport à un support, hein. Par rapport ou par rapport à un support. Voilà, hop. Donc ça, ce sont deux notions très importantes. Le frottement statique et le frottement cinétique. Donc, maintenant, les coefficients de frottement statique et les coefficients de frottement cinétique. Très simple. Un coefficient de frottement, on l'a vu dans la vidéo précédente, dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. C'est une vidéo de 50 minutes qui est très intéressante, très riche, très utile aussi, ce qui vous permet de revisiter un certain nombre de notions qui est vraiment hyper intéressante. Si j'avais vous recommander une vidéo complète pour pouvoir voir toutes ces notions-là, d'équilibre, de frottement, d'accélération, de rapport entre l'accélération, le temps, la distance d'arrêt, etc. N'hésitez pas à voir la vidéo que vous trouverez en description et dont je vous mettrai le lien quelque part ici ou ici. Et donc, ici, c'est un focus sur cette notion de frottement dans cette vidéo. Et donc, le coefficient de frottement, comme je le disais, je l'ai présenté avant, c'est toujours, on l'appelle mu, c'est la norme de la force de frottement tangentielle sur la composante normale, d'accord? Donc ici, en gros, c'est le rapport qui existe entre F et N. C'est la norme de F divisée par la norme de N. C'est la norme de F divisée par la norme de N. Mais vous voyez les amis, selon qu'on ait une situation statique ou dynamique, c'est-à-dire selon que l'objet étudié, le système considéré soit en équilibre, soit dans une situation statique ou soit au contraire en mouvement dans une situation cinétique ou dynamique, on va avoir deux coefficients de frottement différents. Donc c'est ce qu'on va appeler le coefficient de frottement cinétique quand on a une situation cinétique, c'est F sur N, donc c'est le rapport entre la force tangentielle et la composante normale de la résistance dans une situation cinétique. Donc ça c'est le coefficient de frottement cinétique. Donc l'objet est en mouvement. On va avoir exactement la même formule quand l'objet est statique, quand l'objet est en équilibre ou quand il est dans une situation statique. Donc mu S c'est égal à F sur N également. C'est exactement la même formule. En revanche, ce qui va différer, c'est que
cette formule, cette constante, ce coefficient va avoir des valeurs différentes selon que l'objet soit en équilibre, selon qu'il soit dans une situation statique ou qu'il soit dans une situation de mouvement. Donc de frottement dynamique, statique, pardon. Et donc, ça n'est pas la même valeur, d'accord? Ça n'est pas la même valeur. La composante tangentielle, quand elle va résister au mouvement et l'empêcher, elle va avoir tendance à être plus importante que quand le mouvement est déjà là. Donc il va y avoir une opposition, mais l'opposition sur un acquis qui est celui que le mouvement a déjà eu lieu, il est en train d'avoir lieu. Voilà les amis, donc cette différence entre coefficient de frottement statique et coefficient de frottement dynamique. La notion de cours est absolument pas extraordinaire, c'est vraiment très simple, très, très intuitif. Maintenant, on va essayer d'appliquer cette notion-là dans un exercice. Donc, l'exercice est le suivant, c'est un exercice issu d'un TOS, donc d'un concours 2015, qu'on va essayer de voir ensemble, donc de traiter ensemble. Alors, dans les plaines horizontales et glacées de la Sibérie profonde, un cheval de 400 kg est attelé à un traîneau de 200 kg. Les coefficients de frottement statique et cinétique, ici on nous les donne, d'accord, entre les patins du traîneau et le sol sont respectivement 0,2 et 0,1, 0,2 et 0,1 pour le coefficient de frottement statique et cinétique. Au bout de combien de temps l'attelage aura-t-il avancé de 4 mètres si le cheval exerce sur le sol une force de 500 newtons? C'est vraiment une question hyper intéressante que je vous invite à essayer de faire par vous-même si vous avez compris la notion de frottement statique et cinétique, et par la suite regardez la vidéo jusqu'au bout pour voir ma façon, ma démarche de correction de cet exercice. Alors évidemment c'est un exercice de concours, je prends l'exercice comme prétexte pour appliquer une notion de cours, et donc évidemment même si ça prend du temps, ça ne veut pas dire que lors du concours je vous invite à faire exactement le même développement. Donc ici l'objectif c'est vraiment d'essayer d'appliquer la notion de frottement statique et cinétique dans la résolution d'un exercice qui porte sur cette notion. Donc on va d'abord essayer de représenter la situation. Donc ici on a un cheval qui est attelé à un traîneau, d'accord? Donc c'est le cheval qui va tracter le traîneau. Moi ce que je vais représenter ici comme rectangle, je vais représenter le traîneau. Donc mon traîneau c'est le rectangle suivant. Donc le rectangle suivant qui est le traîneau, il va subir son poids évidemment, puisque le traîneau a une masse de 200 kg, il va subir son poids. Il va y avoir également une composante normale qui va empêcher, donc qui est la manifestation d'une opposition du sol au traîneau pour pas que celui-ci s'enfonce, donc je vais appeler N. Il va y avoir également une composante tangentielle qui va s'opposer au mouvement, n'est-ce pas? Donc ça c'est la composante petit f. Et on va avoir également, on va représenter la force. Donc ça c'est la force que représente, qu'exerce le cheval sur le traîneau. D'accord? C'est la force de traction. Donc le cheval va essayer de tracter, de pousser, enfin de tirer plutôt le traîneau vers lui. Donc voilà la situation initiale. Donc, alors, déjà la première proposition, si vous regardez bien les options de réponse, la première proposition c'est que la force exercée par le cheval n'est pas suffisante pour mettre en mouvement l'attelage. Alors comment est-ce qu'on peut savoir si dans cette configuration l'attelage sera en mouvement ou pas? Comment est-ce qu'on peut analyser cette situation de façon à affirmer si oui ou non tout le système sera en mouvement ou pas, ou si la force que va appliquer le cheval ne va pas être suffisante pour mettre en mouvement le traîneau. Donc, on va chercher, en fait, ici c'est une technique très intéressante, on va chercher la force maximale que doit appliquer le cheval pour ne pas déstabiliser l'attelage, d'accord? Donc, on va chercher F maximale, trouvons F maximale, d'accord, donc la norme de la force maximale qu'applique le cheval avant que l'attelage
ne se mettent en mouvement. D'accord? On va essayer de trouver cette force maximale que doit appliquer le cheval pour garder, au-dessus de laquelle ça va se mettre en mouvement. Donc, on va considérer donc, puisque là cette force maximale est appliquée, ça veut dire que le système est en équilibre. Le système est en équilibre avec cette force maximale, d'accord? Parce qu'au-dessus de cette force, le système se met en mouvement, mais en dessous, ou à une force qui lui est égale, le système est en équilibre. Donc, puisque le système est en équilibre, évidemment, on applique la deuxième loi de Newton, ou la première d'ailleurs, c'est le principe d'inertie ou le principe fondamental de la dynamique. On applique la deuxième loi de Newton, qui est équivalente à la première dans ce cas de figure, puisque l'accélération est nulle, car le système est en équilibre. On écrit donc la somme des forces extérieures appliquées, qui est égale au vecteur nul. Donc le poids plus la composante normale, plus la composante tangentielle du frottement, plus la force justement du coup maximale, en fait F max, que je vais appliquer ici, égale au vecteur nul. C'est la force maximale qui s'exerce pour garder quand même le système en équilibre. Donc on a cette somme vectorielle qui est égale au vecteur nul. Ceci nous permet ensuite, pour passer, donc je vous l'avais montré à la vidéo précédente, pour passer d'une écriture vectorielle à une écriture scalaire, c'est-à-dire une écriture qui concerne des valeurs, des grandeurs, des normes, on a besoin de projeter cette relation sur des axes. Et les axes que je vais représenter ici sont des axes qui sont très intuitifs, aucune originalité, c'est un axe horizontal et c'est un axe vertical. Donc, que je vais appeler ici X et Y, donc je vais projeter sur les deux axes X et Y. Donc si on projette cette relation, on projette l'égalité précédente, donc cette égalité-là, on va la projeter. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc, sur l'axe X, eh bien, le poids et la composante normale, leurs composantes sur X sont nulles. Donc, il reste tout simplement petit f, la force de frottement tangentielle, et grand F, effectivement, ici grand F max, qui est la force de traction du cheval. Donc, on va avoir sur le premier axe moins petit f plus grand F max, que je cherche, égale à quoi? Égale à 0, tout simplement ici, puisqu'il n'y a pas d'accélération, c'est 0. Ensuite, sur l'axe horizontal, eh bien, tout simplement, petit f et grand F ne vont pas avoir de composants, puisque ce sont des forces horizontales. Leur projection sur l'axe vertical est nulle. Il va rester P, qui est dirigé vers le bas, donc moins P plus N égale 0. Donc moins P plus N, ça fait moins M fois G plus N égale 0. Donc j'ai remplacé ici directement P par M fois G. Si ne soyez pas perturbés, c'est moins P plus N. Donc plutôt que d'écrire deux fois, j'ai directement écrit moins M fois G. Parfait. Donc, très bien. Donc on a deux équations, la première, la deuxième. La deuxième équation me permet d'écrire donc que la composante normale, ici, N, égale à M fois G. D'accord? N égale à M fois G. Ok. Et là, il me faut avoir une relation entre la première équation et la deuxième. Donc, entre petit f et grand N. On a une relation. On est dans une situation qui est comment? On est dans une situation qui est statique. D'accord? On se trouve dans une situation statique. Pour l'instant, le traîneau n'a pas encore bougé. L'attelage n'a pas changé de position. Donc on est dans une situation statique. Et dans cette position statique, on sait que c'est le frottement statique qui empêche le système de se mouvoir. Donc on sait que, par ailleurs, que ici c'est le coefficient de frottement statique qui s'applique, qui est égal donc à petit f, souvenez-vous, sur grand N, d'accord? Petit f sur grand N, la composante tangentielle sur la composante normale. Donc je peux déduire la relation qui existe entre petit f et n, f égale à mu s fois n. Donc, la composante tangentielle du frottement est égale au coefficient de frottement statique multiplié par la composante normale du frottement. Alors, très bien.
Ici, parfait. Donc, je vais pouvoir donc remplacer d'une part, donc, comme vous pouvez le voir ici, comme n, j'ai trouvé que c'était m fois g. Donc, petit f ici, c'est mu s fois m fois g. Parfait. Donc, j'ai pu exprimer la force de frottement tangentielle en fonction de mu s, m et g. Je vais pouvoir également remplacer petit f par la forme que je viens de trouver dans la première équation. Et qu'est-ce qu'on obtient du coup? Dans la première équation, on va obtenir tout simplement moins petit f, donc moins mu s m g plus f max, qui est la force, la composante de la force de traction maximale. Donc on peut déduire la force maximale ici, qui est égale à mu s fois m fois g. Je réexplique, c'est la force maximale que doit appliquer le cheval sur le traîneau pour pouvoir le faire bouger. C'est-à-dire qu'en dessous de cette force, il n'y a pas de mouvement. Au-dessus, il y a forcément mouvement. C'est la force frontière, c'est le seuil de force nécessaire pour pouvoir faire transporter le traîneau. Donc, on va essayer de calculer cette force-là. F max est égal donc j'ai le coefficient de frottement statique, il nous est donné ici. Regardez, les coefficients de frottement statique et cinétique sont respectivement 0,2 et 0,1. Donc ici c'est 0,2, c'est un frottement statique. Donc ça nous fait 0,2 pour mu s. M, c'est la masse du traîneau, n'est-ce pas? La masse du traîneau qui est égale à 200 kg fois G, qu'on va considérer ici, égale à 10. Donc, fois 200 fois 10. D'accord? On va considérer que c'est 10. Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait 0,2 fois 10, ça fait 2. 2 fois 200, ça fait 400. Donc, 400 newtons. La force maximale au-dessus de laquelle il y a forcément mouvement, en dessous de laquelle il n'y a pas de mouvement, c'est 400 newtons. Alors, les amis, du coup, est-ce qu'il y a mouvement ou pas? Regardez bien l'énoncé. Qu'est-ce qu'ils nous disent à l'énoncé? La force qu'applique le cheval est de combien? Quelle est la composante de cette force? Eh bien, le cheval exerce sur le sol une force de 500 newtons. D'accord? Le cheval exerce 500 newtons sur le traîneau, tout simplement. Donc, 500 newtons et comment? C'est comment par rapport à 400? Donc, F du cheval, c'est 500 newton qui est supérieur à F max, donc forcément le mouvement, donc il y a mouvement, d'accord, il y a mouvement, ok, puisque la force appliquée par le cheval est supérieure à la force maximale qu'il doit appliquer pour pas qu'il y ait mouvement. Donc puisque cette force est supérieure à la force max, il va y avoir une déstabilisation du traîneau, donc mise en branle de l'attelage. Très bien, parfait les amis. Ok, parfait. Alors, donc ensuite, maintenant, la question qui se pose, c'est la suivante. Au bout de combien de temps l'attelage aura-t-il avancé de 4 mètres si le cheval exerce une force de 500 newtons? Ok. Alors, ici, donc là maintenant qu'on sait que l'attelage va avoir un mouvement, reprenons notre schéma. Alors, il y a mouvement, ça on le sait bien, et non seulement il y a mouvement, mais il y a même un changement de position qui nous est précisé à l'énoncé. Donc, et nous on va essayer de trouver, en fait, l'objectif, c'est d'essayer de trouver le temps nécessaire, hop, le temps nécessaire pour parcourir une distance qui nous est précisée à l'énoncé, qui est de 4 mètres. Donc, je reprends. On a le poids, on a la composante normale, on a une composante tangentielle,
T, petit f, N, et on a une force de traction que va appliquer le cheval qui est une force de 500 newtons, qui est suffisante puisque supérieure à la force maximale pour que tout le système se mette en mouvement. Donc, ici, on cherche quoi? On nous dit que quel est le temps nécessaire pour faire une certaine distance. La première chose qu'on doit faire ici, c'est d'appliquer la deuxième loi de Newton. Donc ici, on applique la deuxième loi de Newton. On applique la deuxième loi de Newton. Donc évidemment, dans un repère galiléen, etc., etc., vous savez bien rédiger ça. Et donc, ça nous fait P, le poids plus sa composante normale, plus sa composante tangentielle, plus sa force de traction égale la masse fois l'accélération. Donc évidemment, ça c'est la force, c'est la deuxième loi de Newton appliquée au traîneau, tout simplement. Attention au choix du système. Évidemment, comme tout à l'heure, on va essayer de projeter, cette deuxième loi de Newton sur les axes de notre repère, donc l'axe vertical et l'axe horizontal. Je considère, comme tout à l'heure, un axe horizontal X, un axe vertical Y. Et donc, dans ce repère, on va projeter, donc projetons la relation, donc la deuxième loi de Newton, sur les axes du repère. Donc, OX, Y, quoi. D'accord ? Très bien. Donc, comme tout à l'heure, il n'y a rien qui a changé, il y a juste quelques petites subtilités. Donc, sur l'axe X, la projection, il va y avoir moins F plus F, n'est-ce pas? Moins petit f plus grand F, égale par contre à, ici c'est pas 0, c'est MA, puisqu'on a un mouvement, donc il y a une accélération. Et l'accélération, elle se fait horizontalement, n'est-ce pas? Donc c'est M fois A, il ne faut pas l'oublier, le M fois A. La deuxième équation, c'est une projection verticale, donc il va y avoir que le poids P qui est vers le bas, la composante normale qui est vers le haut, donc ça nous fait moins mg qui est P, plus N, et il n'y a pas de composante d'accélération qui est verticale, donc c'est égal à 0. Et donc encore une fois, on va obtenir deux équations, donc je vais appeler ici, pour ne pas confondre avec la première partie, l'équation 3 et l'équation 4. Alors, on va évidemment commencer par l'équation 4, puisqu'il est aisé de déterminer n, la composante normale dans cette situation, c'est n fois g. Et donc, pour avoir un lien entre la deuxième et la première équation, je dois avoir le lien entre petit f et n. Quel est le lien? Qu'est-ce qui va lier la composante tangentielle à la composante normale de la résistance? D'accord? Ce qui va lier ces deux composantes, c'est le coefficient de frottement. Mais attention les amis, ici le frottement, ça n'est pas le frottement statique, mais c'est le frottement cinétique, puisque le mouvement, il a lieu. On est en train d'étudier le mouvement. Donc on est dans une situation cinétique. Voilà, donc ici, la situation est une situation de mouvement. Il s'agit d'une situation de mouvement. Donc il y a mouvement ici. Alors, le frottement, est cinétique ici. Et puisque le frottement est cinétique, qui dit frottement cinétique, dit qu'on doit faire appel au coefficient de frottement cinétique, qui est égal, toujours la même relation, à la composante tangentielle sur la composante normale du frottement. Ce qui veut dire ici, comme tout à l'heure, que petit f est égal cette fois-ci à mu c fois n. Donc, on peut déduire que n, qui est égal à m fois g, donc voilà, donc m fois g, donc petit f, c'est mu c fois n. Donc, je peux remplacer n, ici, par m fois g, donc ça fait mu c fois m fois g. Et donc, on obtient l'expression de la composante, ou la force de frottement, qui est mu c fois m fois g. Je vais prendre cette valeur-là, mu c fois m fois g, je vais l'injecter dans la première équation ici, je vais remplacer petit f par moins mu c m fois g. Donc ça nous fait moins mu c m fois g, moins mu c m fois g, plus f,
égale, plus f égale à m fois a. Et je vais essayer d'obtenir l'accélération, parce que tout le reste, je le connais. L'accélération, je ne l'ai pas. L'accélération, c'est une grandeur qui contient une notion temporelle, une dimension de temps, parce que c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps qui est elle-même la dérivée de la position par rapport au temps. D'accord? Donc on va essayer tout d'abord de nous concentrer sur la valeur de l'accélération, qu'on va essayer d'exprimer en fonction des grandeurs de l'exercice, et par la suite, essayer d'obtenir de proche en proche la vitesse, puis la position, la variation de la position que je connais par ailleurs. Donc, ici, à partir de cette égalité, on peut déduire que A, l'accélération, A égale, je dois diviser tout par petit m, donc ça nous fait moins μc fois g plus f sur m. Donc, on a la possibilité, donc évidemment, on a fait simplement diviser par m. Pour les élèves qui sont un peu perdus ici, c'est mathématique, on a juste fait tout ça divisé par petit m. Donc, on a séparé le numérateur, ça fait moins μc mg sur m, ça fait moins μc fois g, plus f sur m. Donc, ici, on fait l'application numérique, petit a égale, donc moins μc fois g, μc, le coefficient de frottement cinétique, est égal à 0,1 ici. Attention, ça n'est pas la même valeur que le frottement statique. Donc, moins 0,1 multiplié par moins 0,1 multiplié par g qu'on considère égal à 10, plus F, la force qu'applique le cheval, donc la force de traction c'est 500 newtons, sur la masse du cheval qui est de 200 kg. Donc on va simplifier ici, 0 par 0, on obtient donc A égale moins 0,1 fois 10, ça fait moins 1, plus 5 divisé par 2, ça fait 2,5, et donc l'accélération est égale à 2,5 moins 1, ça fait 1,5 mètres seconde moins 2, d'accord? Mètres seconde moins 2. Donc on a trouvé la valeur de l'accélération. Qu'est-ce que vous remarquez les amis? C'est une constante. L'accélération est une constante. Donc je peux remonter à la vitesse. Donc nous pouvons déduire la vitesse. Donc la vitesse en fonction du temps, c'est la primitive, souvenez-vous, de l'accélération, qui est ici une constante. Donc la primitive de 1,5, c'est 1,5 fois t, donc la primitive par rapport au temps. Évidemment, plus une constante, cette constante, c'est la vitesse à t égale à 0, mais comme on considère qu'à l'instant initial, la vitesse était nulle, donc on va garder tout simplement 1,5 t, parce que v initial est égal à 0, parce qu'autrement j'aurais rajouté v0, mais comme ici v0 est nul, on garde juste 1,5 t. Et par la suite, on peut également remonter encore une fois au changement de position, parce que je vous rappelle que v de t, la vitesse, c'est la variation de la position par rapport au temps, donc je peux déduire comment s'exprime la variation de la position selon x par rapport au temps. C'est encore une fois la primitive donc de 1,5t de la vitesse par rapport au temps. Et la primitive de la vitesse, donc ici 1,5 c'est une constante, la primitive de t c'est 1 demi t carré tout simplement. Donc ça nous fait 1,5 sur 2 fois t carré plus x à t égale à 0. Mais comme on considère ici que la position initiale était nulle, donc x à t égale à 0 c'est 0. Donc je vous rappelle qu'ici j'aurais dû rajouter x0, mais comme je considère x0 est égal à 0, eh bien on peut se satisfaire de la relation x de t égale 1,5 sur 2 fois t carré. Très bien les amis. Donc, ici, notre objectif, c'est quoi? C'est de déterminer le temps nécessaire pour parcourir une distance de combien? Revoyez l'exercice. Combien de temps? Donc, le temps nécessaire, au bout de combien de temps l'attelage aura-t-il avancé de 4 mètres? Donc, on sait que l'attelage a avancé de 4 mètres, ça veut dire que la position finale, si la position initiale est nulle, la position finale c'est de 4 mètres. Donc x est égal à 4 mètres, 1,5 sur 2 fois t carré, et on doit trouver la valeur de t, tout simplement. Donc, puisque 4 égale 1,5 sur 2 t carré, cela veut dire que t carré égale, je vais faire 4 fois 2, ça fait 8 divisé par 1,5, et pour déduire le temps nécessaire à faire effectuer ce trajet, c'est la racine carrée de 8 sur 1,5. Donc je vais calculer cette valeur-là. Donc on fait racine carrée de 8 divisé par 1,5. Ça nous fait à peu près 2,3 secondes. Donc à peu près 2 secondes, on va considérer ça comme ça. On va
comme ils nous ont précisé, on va arrondir à l'unité. Donc c'est à peu près, il faut à peu près 2 secondes à l'attelage pour parcourir 4 mètres. Et donc ça correspond par conséquent à la réponse qui est donnée ici, la réponse B qui est 2 secondes. Voilà les amis, une application très intéressante de cette notion de frottement, frottement cinétique, frottement statique, avec une mise en perspective à travers un exercice. J'espère les amis que cette application vous aura plu, que la vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à voir et revoir sans modération les vidéos de cette chaîne, et en l'occurrence les vidéos de physique, celle-ci et la vidéo précédente. N'hésitez pas les amis, si vous appréciez le travail qui est fait sur cette chaîne, à vous abonner afin de soutenir tous ces efforts. N'hésitez pas à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter par vos questions, vos remarques, vos suggestions. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, car je partage énormément de conseils, non seulement des conseils de maths, de physique ou de chimie, mais également des conseils d'organisation et de préparation au concours, au contrôle continu, et toutes sortes de conseils qui peuvent vous être utiles. N'hésitez pas également à me suivre sur TikTok, puisque j'ai une chaîne TikTok, enfin un compte TikTok sur lequel je partage également des petites vidéos, des techniques essentiellement mathématiques, de calcul. Ça peut vous être utile. Et puis les amis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo de cette chaîne.